Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série spéciale Shopify. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet clé. On va commencer par le commerce unifié. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'oppose à l'omnicanalité? Comment se lancer avec de beaux exemples? Mon invité, c'est Stéphanie Chanterelle et on va voir des cas concrets, des best practices et des solutions actionnables immédiatement. Et je vous propose tout de suite de plonger dans le sujet. Salut Stéphanie. Bonjour Laurent. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Du coup, ça fait 3 ans que je suis chez Shopify en tant que Merchant Success Manager. Les fameux MSM. Exactement, c'est nous. Merchant Success Manager. Okay. Ouais. Et du coup, mon rôle, c'est tout simplement d'accompagner des marques à forte croissance sur Shopify et les aider à l'adoption des nouvelles tendances tech, digital, e-commerce, physique, voilà. Et aussi de les accompagner sur l'adoption de nouvelles technologies. Formidable. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on creuse le sujet du commerce unifié avec ta définition. On en aura d'autres avec d'autres intervenants qui viendront dans cette série spéciale, mais on retrouve à peu près toujours la même. Et surtout, comment ça s'oppose à l'omnicanalité, parce que parfois on confond un peu les deux. Ouais. Et peut-être que, commençons par ça, c'est quoi l'omnicanalité? Ouais, on va en discuter. C'est vrai que le commerce unifié, on entend, est-ce que c'est un buzz ou est-ce que c'est une réalité? Et je dois dire que c'est une réalité. C'est vraiment aujourd'hui, je dirais, la tendance sur le commerce en général, c'est la nouvelle innovation. Si je dois donner, moi, ma définition du commerce unifié, je dirais que c'est l'expérience client qui permet de générer une vente supplémentaire grâce à la synergie d'un canal online et offline. J'aime bien donner un peu l'idée du schéma du 1 plus 1 égale 3. Et c'est vraiment ce qui se passe si vous avez cet e-commerce, cette expérience client qui est parfaitement exécutée. Et tu me disais que la différence avec l'omnicanalité. Ouais, c'est ça. Du coup, l'omnicanalité, c'est une expérience aussi client qui est similaire en termes de marque, d'exécution de marque sur le canal online et le canal offline. Mais par contre, ce sont des systèmes en back-end qui sont séparés. Donc, tu vas avoir un commerce online qui va être sur une plateforme, un commerce physique qui va être sur une autre plateforme. Et derrière, tu as la DSI, les équipes IT, qui font tout ce travail de maintenance et de connecteur entre ces deux systèmes de données qui ne se parlent pas naturellement, mais qui sont vraiment connectés. Et je pense que historiquement, pour pas mal de marques, on est passé d'une distribution physique à une distribution en ligne. Donc on a déjà ces ERP, ces outils de prise de commande en boutique, sa gestion de stock, et on rajoute ensuite une plateforme online, Shopify par exemple. Mais donc on a des systèmes différents qui doivent se parler. Là, c'est de l'omnicanalité assez classique. Oui, et ce sont des systèmes différents qui se parlent, mais aussi des équipes différentes qui travaillent du coup sur leur propre système. Et c'est là où tu as le commerce unifié qui arrive effectivement. C'est vraiment l'exécution pareille d'une marque, que ce soit sur un canal de social commerce physique ou online. Et en back-end, c'est un seul et même système. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, puisque la donnée client, la donnée de stock, elle est vraiment unifiée au même endroit, et ce qui permet d'avoir des informations en temps réel pour toutes les équipes de l'entreprise. Ok, donc omnicanalité, on peut avoir un front et un back différents, le même front pour tout le monde, mais des backs différents. Le principe du commerce unifié, c'est un même front, un même back pour gérer la donnée client, l'historique, les commandes, le stock. Exactement. Super. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de user journey sur des marques que vous avez accompagnées? On va parler entre autres de Isée, de Hodage et d'Asphalt. Oui, exactement. En termes d'expérience unifiée, en acquisition par exemple, je vais dans une boutique aujourd'hui, Isée et Hodage. Je suis un client qui est un nouveau client. Donc, je ne connais pas encore la marque. Donc, voilà, je vais en cabine d'essayage, je regarde, je demande les tailles. Il n'y a plus ma taille en boutique. Est-ce qu'aujourd'hui, la marque, elle pourrait proposer tout simplement, c'est de m'envoyer le panier e-commerce sur mon email adresse si jamais le stock n'est plus disponible aujourd'hui en boutique. Ça me permet vraiment de ne pas m'arrêter là en tant que cliente qui voulait vraiment acheter le produit. Et ça me permet du coup de continuer le dialogue avec la marque sur le canal du online. Et ça, c'est top parce que c'est une vente qui n'est pas perdue. Là, tu fais référence à une marque en particulier? Ah oui, c'était sur Isée, hein, c'est ça? Oui, exactement. Okay, très bien. Et ensuite, une autre expérience de marque, donc pour le coup sur la rétention.
Donc là, je suis une cliente fidèle à une marque. J'ai toujours acheté en ligne, online, par exemple. Et sauf que dans ma ville actuelle, j'ai pas forcément de boutique de marque, mais ce week-end-là, je vais par exemple à Paris et j'ai accès à la boutique Asphalt, par exemple. Et du coup, donc, j'arrive effectivement en boutique. Asphalt peut très bien me reconnaître en tant que cliente très fidèle à la marque, puisqu'ils ont accès à tout mon historique de vente en boutique. Donc, effectivement, le responsable de boutique peut très bien voir, OK, Stéphanie a dépensé plus de X euros dans la boutique Asphalt. Et dans ces cas-là, ils peuvent très bien, en boutique, me proposer aussi également un cadeau, m'intégrer encore au programme de fidélité. Et là, le fait d'être reconnue en tant que cliente, je suis super contente, en fait. Parce que c'est vraiment un point de contact avec une marque qui est important. Et ça, on pourrait l'imaginer avec plusieurs outils qui se parlent entre eux. Mais en fait, l'avantage, c'est que déjà, en maintenance, en support, c'est plug and play, c'est ça? Oui, c'est ça. Au niveau des outils, c'est tous les outils un peu qui sont liés à l'omnicanalité, le fait que la donnée client, elle soit accessible du online au offline, en temps réel, que ce soit par les équipes terrain qui sont en boutique ou les équipes qui sont aussi au siège, le service client. Ça, c'est vraiment les avantages du commerce unifié. Ok, compris. Tu peux me parler d'Odage aussi? Oui, Odage, ils ont fait une super belle exécution au niveau du Ship from Store. Donc, je l'explique un peu plus. Ça permet de gérer une disponibilité du produit. Donc, par exemple, pareil, toujours, il y a des marques qui n'ont pas forcément beaucoup de stock en boutique aujourd'hui, notamment la production aussi de pièces est limitée pour des raisons effectivement éco-responsables. Et si jamais j'arrive en boutique et il n'y a plus ma taille de chaussure, elle n'est pas forcément disponible non plus à l'entrepôt, mais peut-être que cette taille de chaussure, elle est disponible dans une autre boutique à Paris. Et dans ces cas-là, ce que la boutique aujourd'hui propose, et c'est ce que Odage fait très bien, c'est qu'il propose le ship from store, donc l'envoi effectivement de ce produit-là directement, soit en collecte en boutique, soit effectivement directement chez moi, ce qui me permet d'avoir effectivement la taille de chaussure qui me va. Sur ces trois marques qu'on a pris en exemple, alors Asphalt, on les salue, ils ont fait 2 pop-up qui ont incroyablement bien marché avant de s'installer en dur, j'ai envie de dire, je veux pas dire de bêtises, mais je l'ai noté un peu plus loin, c'est 40 rue des petits carreaux dans le 2e à Paris. Odage doit avoir une 15aine de boutiques, de points de vente, si je dis pas de bêtises. Oui. Ils ont fait une migration ou ils ont toujours été sur Shopify POS? Ok. Dans ces marques que tu accompagnes, j'imagine que tu vois des freins au passage à une solution de commerce unifié. Lesquels sont-ils? Oui. Déjà, c'est vrai qu'il y a toute cette problématique pour quand on était un historique, donc le métier du commerce physique, quand on est un acteur historique du métier. Je dirais que le premier facteur, c'était la techno qui n'était pas encore disponible sur le marché. On a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés soit sur le e-commerce, soit sur la partie commerce physique et POS. Et on n'avait pas encore d'acteurs comme Shopify qui permettent d'avoir les deux en même temps. Déjà, donc, le fait que la techno soit enfin disponible, ça change la donne. Le deuxième point, ce que je vois souvent dans mon métier, c'est les silos en interne chez mes clients. Et ça, c'est vrai que je suis en dialogue avec le e-commerce manager. Parfois, je lui demande, est-ce que je pourrais aussi parler avec votre directeur commercial, la personne qui gère aussi la partie du commerce physique. Et ça me permet vraiment d'essayer de créer ces synergies-là entre les équipes. Parce que c'est... Vas-y, pardon, Ouais. Stéphanie, si vous écoutez l'épisode, vous pouvez le voir évidemment sur YouTube, mais si vous l'écoutez, Stéphanie m'a vu prendre ma respiration comme si je voulais dire quelque chose, donc elle s'est interrompue. Je te prie de m'excuser, je t'ai coupé la parole. Mais en gros, j'allais te dire que c'est dans beaucoup de boîtes, évidemment, des enjeux séparés. Il y a le digital qui doit vendre en ligne, il y a le commercial qui doit faire, enfin le commerce, l'équipe commerciale qui doit faire marcher les boutiques, et donc on essaie de pas se marcher dessus. Exactement, il y a même de la compétition en fait entre ces deux canaux-là. Et c'est vraiment dommage puisque cette fameuse vente supplémentaire, elle tient vraiment du fait que les équipes travaillent ensemble. Et il y a des questions qui se posent par exemple quand je demande qui du coup va gérer l'omnicanalité chez vous. Mais parfois en fait on ne sait pas, est-ce que c'est moi le e-commerce manager? En fait non, c'est la DSI, ou est-ce que c'est le directeur commercial qui gère le réseau boutique? Du coup, je pense qu'il y a peut-être un travail d'équipe à faire sur ce métier-là. Donc là, ton conseil, c'est de se mettre tous autour de la table? Ouais.
et de se mettre d'accord. Et j'imagine que c'est la direction aussi parfois qui tranche quand il faut trancher. Si on a des CEO qui nous écoutent, je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de comment faire travailler vos équipes ensemble, peut-être aussi d'avoir des objectifs qui sont communs pour juste pour la performance globale de l'entreprise. Et peut-être aussi des nouveaux métiers. Moi, je vois par exemple des omnichannel managers. Je vois des personnes qui sont responsables de l'expérience client à 360 degrés. C'est aussi des nouveaux métiers qui émergent. Et ce qui est intéressant aussi peut-être, c'est de changer les KPI qu'on regarde, non ? Et pas de se dire simplement combien je vends en ligne et combien je vends en boutique, mais quelle est la part de cross, quelle est la part d'upsell ? Oui, exactement. Il y a un gros enjeu d'attribution des ventes. Notamment, il y a un frein aujourd'hui pour les vendeurs en boutique. Ils ont très peur de la cannibalisation des ventes. Et c'est vrai que s'il y a une vente click and collect qui arrive chez eux, c'est eux qui vont la préparer, mais est-ce qu'ils vont avoir la vente attribuée, oui ou non ? Ou pareil, ils développent une superbe relation client auquel le produit est plus en stock, mais ils proposent de l'acheter en ligne. Dans ces cas-là, il faut que l'attribution de la vente soit aussi au vendeur. Il faudrait peut-être qu'il y ait un 50-50. Et avec Shopify POS, c'est possible puisque toutes les ventes sont attribuées aux vendeurs aujourd'hui, notamment s'ils les renvoient sur le commerce en ligne. On creuse en long, en large et en travers le sujet du Shopify POS dans un autre épisode de cette série spéciale que je vous invite à écouter. Donc le choix et le changement de techno, les silos en interne. Silos en interne, c'est une belle liaison ça, Laurent. Parmi les freins, il y a aussi peut-être la peur du changement, non ? Le change à mener. Bien sûr. Toute nouvelle technologie apporte vraiment une peur du changement. Et notamment puisque c'est une nouvelle technologie à maîtriser. Et quand on parle de projet de changement d'un parc de magasins, je parle de parc de magasins où c'est plus de 40 à 50 boutiques, là, on me dit souvent « Oh là, mais c'est un projet de 1 à 2 ans, il faut que toute la DSI soit bien orchestrée. J'ai aussi peur que nos vendeurs en boutique, est-ce qu'ils vont adopter une nouvelle technologie ? Ils ne sont pas forcément très tech-savvy. » Voilà. Et du coup, c'est intéressant parce que dans la réalité, c'est tout autre. Dans les lancements de Shopify POS auxquels j'ai pu assister, c'est hyper rapide. Voilà. Très bien, merci d'avoir expliqué ces 3 freins et puis ces beaux exemples de user journey sur Asphalt, Audage et Isée. Mais je pense que ce qu'il faut retenir là, c'est bien cette différence. Quand on parle d'omnicanalité, on ne parle pas forcément de commerce unifié, mais ce commerce unifié qui peut être un effort à l'instant T où on le met en place, fait gagner ensuite, j'imagine, de la friction, du temps de maintenance évidemment, et du coup de l'enchantement client en boutique ou en ligne. Bon. Stéphanie, merci infiniment. Merci à toi, Laurent.